Voyage en récit, Olivier Barraud. et Geoffroy Scrive. Olivier Barraud, peut-être pouvons-nous poursuivre après avoir parlé de Sacha Guitry que vous avez abordé dans votre itinéraire de la littérature avec Jean d'Ormesson. Vous avez consacré nombre d'émissions avec Jean d'Ormesson pour parler de la littérature française, allant de Chrétien de Troyes à Georges Perec. Et parmi tout cela, j'ai pu dénombrer 5 petites minutes sur Sacha Guitry pour reprendre ainsi les mots de Jean d'Ormesson, parce que la littérature, c'est comme l'évangile, il y a de nombreuses demeures dans la maison du Père, et l'une d'elles est habitée par Sacha Guitry. Alors, suite à toutes ces émissions avec votre interlocuteur que fut Jean d'Ormesson, comment percevez-vous aujourd'hui, Olivier Barraud, la littérature et l'attachement des Français à leur littérature aujourd'hui en 2024 ? Il me semble que la nécessité de la littérature, nécessité vitale, est quelque chose qui a toujours été admis et même encouragé dans ce pays qui est le nôtre. Nous ne sommes pas les seuls. La France n'est pas le seul pays qui révère la littérature, parce qu'on peut parler de révérence, je crois, à l'endroit de la chose écrite, de l'inspiration littéraire ici en France. Il y a beaucoup d'autres pays chez qui, de la même façon, la littérature est érigée comme une nécessité absolue. Je pense à la Grande-Bretagne ou à l'Allemagne. Chez 2 pays voisins, 2 pays proches, 2 pays alliés, avec lesquels, ou chez lesquels en tout cas, la littérature est également un objet de considération essentiel, historique, et de tout temps. Bon, pour ce qui concerne notre pays, il est vrai que il me semble que de tous les arts en France, la littérature est celui qui est sans doute le plus révéré, à quoi on se réfère. C'est aussi un des plus anciens, il faut bien le reconnaître. Hein. Les Sermons de Strasbourg, c'est le 9e siècle, après Jésus-Christ. C'est d'ailleurs assez significativement à la même époque que se fixe et se fige la langue anglaise. Oui. Même époque, 9e siècle. Bon. Et ce sont peut-être pas des rivalités, mais ce sont des développements contemporains et qui durent jusqu'à aujourd'hui. Les langues étant fixées à peu de choses près, les langues telles que nous les parlons étant fixées à peu près à la même époque. Donc oui, bien sûr, révérence envers la littérature, c'est ce que nous sommes intrinsèquement. On n'est pas les seuls. On a un peu tendance à penser que la France est à soi seule une exception. Moi, je ne crois pas du tout à l'exception culturelle. C'est une foutaise totale. Il n'y a pas d'exception culturelle française. Il y a la matérialité de l'intérêt pour la culture qui est partagée par d'autres pays. Après tout, nos voisins italiens, je crois que l'art premier pour l'Italie, c'est sans doute la musique. Comme pour l'Allemagne d'ailleurs, je dirais ça. C'est moins évident pour d'autres pays, mais là il me semble que la primauté irait à la musique si on questionnait les Italiens ou les Allemands. C'est ce que disait quelqu'un comme Jean-Pierre Melville dans son film Le silence de la mer. Ouais. On voit cet officiellement qui dit nos 2 pays devraient s'unir parce que vous, avec les lettres, il cite quelques auteurs français, évidemment Molière, Voltaire, etc. Et puis eux, par la musique, il suffit de penser à Bach, Beethoven, Brahms. Bien sûr. Enfin, en même temps, il y a une littérature allemande d'une formidable puissance, assez mal connue en France parce que tout n'a pas été traduit dans les grands textes classiques, et puis que, faut bien reconnaître que les rapports avec l'Allemagne en France, pour des raisons historiques, sont des rapports souvent complexes, etc. Il n'en demeure pas moins que l'Allemagne, c'est quand même une des puissances culturelles les plus incontestables du continent européen, au même titre que l'Italie d'ailleurs, ou que le Royaume-Uni, ou que la France, bien sûr. Bon. Mais pour revenir à ce que vous disiez dans la précédente émission sur Sacha Guitry, il faut reconnaître aussi qu'en termes de littérature, sans doute que la collaboration littéraire a été moins pardonnée que d'autres formes de collaboration. Il suffit de lire par exemple Au Bomber de Jean Dutour pour s'en rendre compte un petit peu, mais je pense à la suite de la guerre de 39-45, les gens qui ont été soupçonnés ou accusés de collaboration littéraire ont été quand même très fortement poursuivis, peut-être plus que dans d'autres branches, dans d'autres corps de métier. Il suffit de penser à Drieu-La Rochelle, par exemple. Mais pensez à l'épuration. Je pense à l'épuration. Oui. Il y a eu une épuration dans d'autres domaines que la littérature. Hein. Il y en a eu dans le domaine des arts plastiques, la peinture et la sculpture. Un peu dans la musique, mais il faut bien reconnaître qu'il y a eu une collaboration musicale incontestable avec l'Allemagne, pays de musique. Bon. Enfin, de ce point de vue-là, si je puis dire,
la prégnance française en matière musicale est tellement moindre que celle de l'Allemagne. Donc ça a été beaucoup moins spectaculaire et beaucoup moins mis en évidence en matière musicale, même s'il y a eu effectivement Germaine Lubin, etc., cantatrice nazie. Il y a eu quelques cas, ou Alfred Cortot. Bon, hein. Tout ça a existé, mais c'était beaucoup moins visible et beaucoup moins partagé que ne l'était la littérature. D'autant que vous parlez de littérature, mais ce dont il s'agit aussi, c'est d'écrits qui n'étaient pas simplement littéraires, mais qui étaient journalistiques. Oui. Les grands collabos écrivaient dans les journaux des choses abominables. Oui, oui. Bon. Alors moi, je n'ai à cet égard ni indulgence, ni pardon. Ces gens-là sont pour moi des assassins purs et simples. Je parle évidemment des grands écrivains de la des auteurs de la collaboration. Pensez à des gens comme Lucien Rebattet, par exemple. Lucien Rebattet aurait mérité les 6 balles qui lui étaient destinées, car Rebattet a dénoncé des gens. Ce personnage est une des faces de l'abjection, j'allais dire française, l'abjection humaine, ce qu'a commis ce type-là. Je dis que méritait la mort, moi qui suis mais je suis très hostile à la peine de mort. N'oublions jamais que le pays est en guerre et qu'il est occupé. Oui. Ça change les choses, hein, complètement. Bon. Rebattet est un homme sans honneur, sans foi, et pour moi sans talent de surcroît, car je ne suis pas de ceux qui disent que oui, mais il avait du talent. Non, ce n'est pas mon avis du tout. Et de toute façon, ce que ce type a commis ou laissé faire, ou encouragé, est inexpiable. Inexpiable. Bon. Il n'est pas le seul, hein, il y en a eu d'autres, moins connus ou moins reconnus, mais dans un pays en guerre, défait, vaincu, se comporter comme l'ont fait un certain nombre de ces crapules, vendus à l'ennemi, ce sont des traîtres. Et en période de guerre, de guerre et surtout dans un pays occupé, la sanction c'est la mort. Et quelqu'un comme Drieux, là-dedans ? Minable. Pourtant certains romans sont quand même très beaux, je pense à L'Homme à cheval. Oui. Pas mal, c'est vrai. Ou son dernier Les Mémoires de Dirk Raspe. Oui, mais inachevé, je me ridiculiserai pas en disant que moi je suis peu sensible à l'égotisme drieuesque, si je puis dire. Cette indulgence extraordinaire qu'il a à l'endroit de Drieux-La Rochelle. Cette façon, au fond, de s'exonérer sous prétexte qu'il souffre davantage, qu'il est plus sensible, plus cultivé, plus vulnérable. Excusez-moi, mais ce n'est justement pas une excuse. J'ai pas de sympathie pour ces gens-là. Les gens qui ont prôné la collaboration à tous égards, intellectuelle, économique, guerrière, avec le Troisième Reich, non, ça passe pas pour moi. Alors revenons justement à ce parcours avec Jean d'Ormesson au sujet de toute cette littérature. Première question peut-être toute simple par rapport à ces émissions télévisées, mais y a-t-il un auteur pour lequel vous avez eu plus, de joie de parler avec Jean d'Ormesson? Y en a-t-il un ou une qui se détache? Franchement, il y en a eu beaucoup. Hein. Cette histoire de la littérature, histoire personnelle de la littérature, comprend 80 chapitres. Oui. Bon, de chacun entre 20 minutes, une demi-heure, etc. Donc au total, ça fait quand même beaucoup d'heures de télévision. Je vous dirais, au risque de décevoir, que tout a été pour moi un enchantement. Car la connaissance de la littérature qui était celle de d'Ormesson est incontestable. Et d'ailleurs, bien qu'il l'a connue vraiment très bien et de l'intérieur, une véritable fréquentation dans son cas, même s'il aimait apparaître comme une espèce de dilettante doué, c'était pas du tout ça, pas du tout. Alors tout ça pour dire que son regard sur ces 80 écrivains, un peu plus, parce que dans certains cas, on en traitait 2 ou 3 dans la même émission, c'est quelque chose de très profond, de très ancré chez lui, ce qui, je crois, fait le prix de nos entretiens. Mais oui, il est vrai que pour un certain nombre de ces auteurs, c'est les plus grands auteurs de notre littérature, il en avait une très grande connaissance. Mais pour d'autres qui lui étaient moins familiers, il travaillait. Ah oui, d'ailleurs il le dit, hein, il a dû relire parfois beaucoup, absolument. Parfois découvrir. Il a même découvert des écrivains. Et vous également, je crois. Mais bien entendu.
Bien entendu. Nous ne sommes pas omniscients et on prétend pas tout savoir. On ne peut pas avoir lu tout Saint-Simon, c'est quand même très difficile pour préparer une émission. C'est sûr. On en a lu des passages. Dormesson avait peut-être lu l'intégralité de Saint-Simon, ce qui n'est pas mon cas. J'en conviens volontiers. On peut pas tout savoir, etc. Bon, il y a d'autres écrivains qu'on connaît globalement bien ou très bien, qui nous ont accompagnés, ou lui, ou moi, ou nous deux. Mais bon, quant à je vais répondre par deux occurrences, deux situations, parce qu'elles sont complémentaires, à la fois antinomiques et complémentaires. Dormesson était extraordinairement familier de l'œuvre d'un certain nombre de nos écrivains. Et en particulier, je citerai à la fois Aragon et Chateaubriand. Je prends exprès des écrivains qui sont l'un du 19e et l'autre du 20e. L'un qui est un homme plutôt réactionnaire, Chateaubriand, l'autre au contraire, comme on sait, militant du Parti communiste. Bon. Il n'en demeure pas moins que lorsqu'on a traité Chateaubriand, c'est le cas dans lequel Dormesson n'a pas eu à préparer ou à travailler avant. Le vicomte lui était tellement familier. Et là, il a été souverain, parce que, je sais, et on en a parlé, il n'avait pas préparé. Il vous l'a dit ou vous l'avez senti ? Je l'ai senti, puis il me l'a dit. Sur Chateaubriand, je ne sais pas s'il savait tout de la vie et de l'œuvre du vicomte, mais la sensibilité et la proximité entre ces deux aristos était magnifique. Bon. Et là, il a improvisé complètement mais nos émissions étaient très préparées, mais de manière séparée, c'est-à-dire qu'on préparait chacun dans son coin. Et quand on arrivait sur le plateau, on prenait bien garde à ne pas dire à l'autre de quoi on allait parler et comment on allait lancer le sujet. Ça a été improvisé. Donc il y avait une partie de jeu entre vous deux ? Mais bien entendu, ouais. Mais évidemment. Bon, ce qui rend la chose vivante. Oui, puis je crois qu'on s'aimait vraiment bien et on aimait la littérature, on ne la méconnaissait pas entièrement, et en tout cas pas lui. Et voilà, donc dans le cas de Chateaubriand, c'est beaucoup plus lui que moi qui s'exprime. Et il y a une espèce comme ça d'incantation à l'endroit de ce personnage, évidemment, tellement singulier, tellement attachant, tellement exaspérant et tellement génial. Je tiens, moi, Chateaubriand, pour le plus grand écrivain de langue française. Point. Et vous allez me dire, mais comment ? Mais Céline, Baudelaire, oui, bon, mais puisque hiérarchie... Victor Hugo. Victor Hugo ou Balzac, enfin bon, bref, tous les autres. Moi, je tiens... mais après tout, c'est une histoire personnelle, vous l'avez dit. Oui, tout à fait. Bon. Et puis, il y a eu d'autres cas tout à fait étonnants où la proximité de Dormesson avec l'écrivain était moindre. Je pense par exemple à Émile Zola. Quand on a tourné l'émission sur Zola, encore une fois, préparer chacun dans son coin sans se concerter au moment où on dit moteur, on part sur Zola. J'ai un souvenir, c'était il y a un quart de siècle, tout ça. Je vous avoue que je ne me souviens pas précisément de ce que nous avons pu dire l'un et l'autre sur l'auteur des Rougon-Macquart. Mais ce dont je me souviens, c'est de la ferveur avec laquelle Jean d'Ormesson a évoqué le bonhomme Zola, l'homme Zola, l'homme au double foyer, comme on sait, l'homme à la fois doublement fidèle et infidèle, et par ailleurs l'homme de quelque chose qui est quand même un des cycles majeurs de la littérature française, qui a une influence considérable, et je ne dirais pas qu'elle dure encore, mais bon. Et il a parlé de Zola, lui qui était très éloigné des postures idéologiques d'Émile Zola, avec je dirais un respect, lié entre autres au comportement de Zola pendant l'affaire Dreyfus, tout à fait admirable. Et tenez-vous bien, nous tournons l'émission. On tournait toujours, si je puis dire, en temps réel. C'est-à-dire qu'au moment où on disait moteur, on allait tourner l'émission dans son intégralité sans s'interrompre. Il n'y a jamais d'interruption dans la conversation. On improvisait, lui comme moi. On avait préparé, mais on improvisait, etc. Et on faisait tenir nos propos à l'intérieur du nombre de minutes qui nous étaient octroyées, c'est-à-dire entre 20 et 30. Et donc nous avons disserté sur Zola. Sans doute avec, je sais pas, peut-être une ferveur, un intérêt, je saurais pas quoi dire. Toujours est-il que la conversation se termine, coupée des réalisateurs, et à ce moment-là,
les techniciens nous ont applaudi. Je vous assure que c'est quelque chose, j'en ai encore froid dans le dos quand je vous le dis. Parce que quand vous faites de la télévision, on n'attend pas d'applaudissements. On est là pour essayer de donner le meilleur, l'essentiel. On sait qu'on a 20 minutes, 25 minutes. Pour faire le tour de l'œuvre d'Émile Zola, c'est quand même ou de Charles Baudelaire, ou de Victor Hugo, ou de Balzac, évidemment. Hein, c'est la même épure à chaque fois. Mais on sait que notre temps est limité. Bon, personne ne nous faisait de signe quant à la durée de notre conversation, mais on l'avait bien en tête. Eh bien, pour cette émission-là, les techniciens, le plateau, ça faisait quand même 15-20 personnes, parce qu'il y avait beaucoup de monde sur ce plateau. 10-15 peut-être. Ils nous ont applaudi. Ben, je vous assure, j'en ai encore la chair de poule quand je vous raconte ça. Du propos, du fait que ça tienne dans le temps, de l'émotion Oui, je crois l'émotion partagée par nous, entre lui et moi, et puis le sentiment que peut-être on avait à peu près réussi à faire passer l'essentiel de l'œuvre et de la personne de Zola. Mais ça nous est arrivé avec des quantités d'autres, à travers l'histoire de la littérature française. Mais cette séquence qui se sanctionne, qui se termine par un applaudissement de techniciens, ils sont là pour enregistrer la parole et le son. Ils écoutent ou pas ce que nous disons, mais ils l'enregistrent, ils le captent le mieux qu'ils peuvent. Et là, que s'est-il passé? Je vous avoue, je ne sais pas. Il y a eu quelque chose de mystérieux, probablement, peut-être une intensité, peut-être une complémentarité entre lui et moi, une forme d'amitié littéraire. C'est difficile à définir. Il faudrait d'ailleurs revoir tout ça, ce que j'ai pas fait depuis 20 ans, mais c'est des moments très très forts, ceux-là, où tout d'un coup, on est peut-être au cœur du sujet, vous voyez. Et puis il y a une partie de don, c'est-à-dire que vous donnez de découvrir des auteurs à des gens qui ne les ont pas forcément lus, qui en ont entendu parler la plupart du temps. Aujourd'hui, parce que cette émission a plus de 20 ans maintenant, mais on voit tout ce qui se passe au niveau de l'éducation nationale, de la baisse des niveaux, que ce soit en mathématiques comme en français. On ne peut pas dire que le moral soit toujours au beau fixe en la matière, mais regrettez-vous un désintérêt, peut-être de la jeune génération pour les auteurs qui la précèdent? Et qu'est-ce, surtout, le nerf de la guerre, si je puis dire, qu'est-ce que nous, peut-être ici avec nos micros, peut-être que d'autres qui nous succéderont, pourraient faire pour faire découvrir ces trésors? Personnellement, moi, je ne suis pas décliniste. Je ne suis pas convaincu que c'était mieux avant, comme on dit. Je suis même assez convaincu du contraire. En même temps, il faut aussi regarder les choses telles qu'elles sont. C'est un fait que on a peut-être un peu moins d'attirance mais encore, je n'en suis pas convaincu. Enseigner la littérature, c'est pas si facile que ça. Il est des écrivains qui peuvent être entendus relativement facilement, surtout des écrivains point trop éloignés de notre époque, si j'ose dire. Dans le panorama qu'on a dressé d'Ormesson et moi, il est des écrivains d'aujourd'hui, des Georges Perec, enfin même s'ils ont disparu, mais des Georges Perec, des Louis-Ferdinand Céline, etc. Bon. Marguerite Yourcenar. Yourcenar, évidemment. Bon. Ceux-là sont, à condition d'ailleurs de les mettre en scène, entre guillemets, sont perceptibles. Les mémoires d'Adrien, qui est un livre admirable, c'est pas facile. Non, L'œuvre noire, c'est pas facile. Hein. On en sort grandi quand même, quand on le lit. Oui, certes, mais il faut y aller quand même. Hein. Bon. Quant à Céline, moi j'ai pas une passion pour Céline hors du Voyage au bout de la nuit, évidemment, qui est, me semble-t-il, très singulier dans son œuvre. Le reste, ça me touche pas tant que ça, je dois dire. Mais le Voyage au bout de la nuit, c'est suprême. Et ça, je crois qu'on peut le faire entendre à travers l'enseignement du français, enfin, au lycée, à l'école ou au collège. Il me semble que notre rôle à nous les baladins de ce genre de choses, les commentateurs, les critiques, les historiens, etc., on peut faire apparaître des points saillants, si je puis dire. Il me semble que, comment vous dire, il me semble que, au fond, oui, on peut lire, on peut se souvenir d'un texte, on peut faire partager aux enfants des écoles, comme on disait autrefois, quelques vibrations. Parce que quand même, la littérature française est monumentale, à l'évidence. Je dis pas qu'elle est supérieure à la littérature anglaise ou l'italienne ou à la russe, hein. Mais elle a la même prégnance, elle a la même durée, elle a la même intensité, etc. Bon, ce qu'on a essayé de faire avec d'Ormesson, c'était
effectivement de faire apparaître quelques points saillants, quelques-uns, qui pourraient donner envie au spectateur d'aller y faire un tour lui-même, le moment venu, un jour, à notre instigation. Et puis peut-être oublier, passer à quelqu'un d'autre. Mais vous voyez, je pense qu'un auteur comme François Villon, par exemple, Villon, c'est quand même une langue qui bon, ça fait 500 ans, etc. Mais quand vous dites ou quand vous lisez ou faites lire aux enfants, aux gosses, ne serait-ce que 4-5 lignes de François Villon, de sa poésie, c'est magnifique. Frères humains qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis, et si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous, merci. Bon, ne serait-ce que ces 4 vers-là, tant soit peu frappés, tant soit peu proférés même, ça dit quelque chose, et ça vous fout la chair de poule. Oui. Et c'est ce qu'on a essayé en toute modestie avec d'Ormesson, on a essayé de faire apparaître ça, c'est-à-dire que quel que soit l'auteur dont il est question, à le considérer, à le dire, à le lire, à en extraire quelques passages, etc., on peut faire vibrer, on peut faire s'émouvoir, même des gosses, enfin je veux dire des enfants des écoles, etc. Bon, à condition de choisir bien, de ne pas fermer. Moi, je dois dire que la littérature française du XVIIe siècle, par exemple, pour admirable qu'elle soit, bien sûr, Racine, évidemment, mais c'est très difficile. Ah, c'est très difficile, oui. Je suis pas sûr qu'il faille commencer par cela. Et l'ordonnancement de l'accès à la littérature française, et qui est une nécessité absolue, hein, je tiens absolument à ça, je suis convaincu de ça. Mais je suis pas certain que ce soit si facile que ça. Bon. En revanche, il faut, je sais pas. Il me semble que on peut faire passer à des enfants des écoles Baudelaire. Comment avez-vous choisi justement les auteurs? Était-ce seulement vous ou... C'était nous, c'était lui et moi. On n'a eu aucune difficulté à se mettre d'accord. Bon, je crois pouvoir dire qu'on ne méconnaît pas le sujet. En tout cas, lui ne le méconnaît pas. Moi, je le connais un peu quand même, un petit peu plus qu'un peu, et que c'était pour nous une profonde jubilation que de retrouver des auteurs des 17, 18e et au-delà. 17e, c'est pas très facile, Molière exception évidemment mis à part. Mais pensez à Boileau par exemple? Oui. Non, je pense pas tellement à Boileau, je pense plutôt quand même il y a, je crois, dans la littérature française du 17e, il y a énormément d'exemples citables, mais il y a quand même des perles rares qui sont Racine. Je vous dis, Racine, c'est quand même au-delà de toute chose. Bon. Mais c'est très difficile. Oui. Et c'est pas par Racine qu'il faut commencer, non. Alors que c'est très souvent ce qu'on fait et qu'on a bien tort, à mon avis. Il vaut mieux commencer avec Raymond Queneau, qui est un très très grand écrivain, je crois, mais qui est plus facilement accessible, ou Louis de Ferdinand Céline, comme on l'a dit, ou Georges Simenon. Moi, je tiens Simenon pour un auteur majeur. Ou Jules Renard, pour lequel D'Ormesson avait un grand attachement, notamment pour son journal. Il avait raison, c'est magnifique. Donc, beaucoup de ces choses sont magnifiques. Il me semble que c'est pas commode pour un môme de 10-12 ans que d'entrer dans l'œuvre de Racine, même dans Les Plaideurs, qui est un peu à part par rapport à son œuvre, au reste de son œuvre en tout cas. C'est pas facile tout ça, c'est compliqué. Vous voyez, moi je tiens Les Rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau pour un chef-d'œuvre absolu. Vraiment, enfin je dis ça de manière un peu péremptoire, mais c'est mon sentiment. Je trouve que personne n'a jamais écrit quelque chose d'aussi profond, d'aussi... Ce type sent très bien ce que va être le romantisme, ce que c'est que l'évasion vers le rêve et l'octroi, l'autorisation d'aller vers le rêve. Et bon, je dis d'abominables banalités, ne m'en veuillez pas, mais Rousseau c'est suprême. Bon, pas tout, mais les rêveries, oui. Les rêveries à coup sûr. Le contrat social, c'est plus aride, hein, franchement, même si c'est à des tas d'égards passionnant, etc. Avec D'Ormesson, ce qui nous a plu, ce qu'on a eu envie de faire, c'était de célébrer des gens qui nous touchent. D'ailleurs, vous avez dit des gens et non pas des œuvres. Oui. Donc il y a toute une part d'humanité derrière. Oui, bien sûr. Enfin, moi, je revendique ça volontiers. On le sent très bien dans l'émission au sujet de Victor Hugo, par exemple. Oui. Vous dites, à un moment donné, vous restez stupéfait ou, comment dire, avec un respect total pour la personne de Victor Hugo qui parvient à s'exiler pendant 18 ans.
Il faut dire que ça nous dépasse un peu. Un type qui est capable de dire non, de dire non. C'est ce qu'il fait. Non, et il ne frayera pas avec l'empereur. Et exil de près de 20 ans. Qui a fait ça? Qui a personne. Alors, évidemment, avec d'Ormesson, on est... Ou alors chez les écrivains russes. Mais là, c'était peut-être un exil forcé. Oui, c'est sûr. Alors, une dernière question, parce que le temps passe, malheureusement, oui. Nous courons la poste. Y a-t-il des auteurs pour lesquels vous vouliez discourir et qui n'ont pas pu être retenus? Ou, par exemple, cela maintenant reste pour moi du domaine de l'idée et du désir, du coup, qui ne sera pas concrétisé, mais j'aurais rêvé d'une émission sur Antoine de Saint-Exupéry, par exemple, qui est quand même, à la fois c'est une vie, puis c'est une œuvre. Certes. Ces émissions ont été faites pour France 5, et on nous a demandé une première série de 40 numéros. 40 numéros, c'est-à-dire une saison, en excluant les vacances. Donc on a fait une première saison, ça n'était pas chronologique, parce qu'on tenait beaucoup à alterner les écrivains. D'accord. Donc on tournait un jour Diderot, le lendemain Georges Simenon, ensuite on passait à Montesquieu. Voilà, c'était parce que notre souci c'était la variété, mais pas la variété pour la variété. C'était que c'est pas la même chose que d'essayer de signifier Pierre Corneille, par exemple. Bon, Corneille, c'est 40 pièces. C'est énorme. C'est magnifique, hein. Bon, évidemment. Mais on était content de passer de Corneille à Céline ou à Montesquieu. On en a fait 40. Bon, ça a très très bien marché. Et du coup, on en a fait une deuxième série de 40. On est arrivé à 80. Mais on s'était dit que la bonne mesure, c'était 100. Et qu'il fallait que, si on pouvait, il fallait... On n'a jamais fait les 100, et il y a plein d'écrivains intéressants, passionnants, etc., qu'on a dû omettre. Parce que, bon, en même temps, 100 serait... 80, c'est déjà pas mal, hein. Bon, parce que pour des raisons qui m'échappent aujourd'hui, que j'ai oubliées, je dois dire, je sais pas pourquoi on n'est pas allé à 100. Sans doute parce que le patron de la chaîne à l'époque, Jean-Marie Cavada, a dû être remplacé. Jean d'Ormesson était peut-être pris par d'autres choses, je sais plus très bien. Bon, puis on s'en fout. Bon. Mais il y a plein de gens peut-être moins évidents, moins reconnus, disons, pas dire moins talentueux, que nous n'avons pas retenu parce que c'est comme ça. Bon, au moins en avons-nous retenu quand même pas loin d'une centaine. Ce n'était pas un grief à prendre en compte. Non, mais vous voyez, bon, on a, je sais pas, je crois il me semble qu'on a fait Simenon. Oui. Parce que bon, il avait comme moi, je dois dire, une admiration éperdue pour Georges Simenon. Bon, mais on n'a pas fait Pierre Loti, mais tant pis. Puis c'est pas grave. Et bon, d'autres que nous ont évoqué Loti. Mais on apprend beaucoup de choses sur Renan, par exemple. Ah oui, incroyable. Ça, les souvenirs d'enfance et de jeunesse, c'est un des plus grands livres jamais écrits en langue française. Ou sur les surréalistes. Oui, formidable. Mais oui, bien sûr. Mais en plus, c'était des livres de ferveur et d'amour éperdu de la littérature. C'était pas simplement une leçon d'histoire, c'était aussi le partage avec un homme qui n'était pas de ma génération, mais on avait, je crois pouvoir le dire, ça vraiment en toute humilité, mais on connaissait pas trop mal les sujets, franchement, on avait beaucoup travaillé, et puis on adore ça. Je vais vous dire quelque chose de personnel, mais vraiment que je crois juste, c'est qu'on s'est beaucoup aimé à travers la littérature. On s'est beaucoup aimé, et j'ai été par la force des choses, hélas, un de ses derniers interlocuteurs. Et voilà, ma rencontre avec cet homme-là, c'est moi qui ai eu l'idée d'aller lui dire un jour, je connaissais à peine, je l'avais accueilli à la télévision, et on avait parlé d'un de ses livres. Et je lui ai dit, mais pourquoi on fait pas ensemble une histoire de la littérature en dialogue, etc. Et avec cette extraordinaire simplicité et enthousiasme qui caractérisait Dormes, il m'a dit, eh ben pourquoi pas, on le fait. Et on l'a fait. Et ça a créé entre nous des liens définitifs, et pour moi, cruciaux. Parce que ce type m'a, comment vous dire, il m'a agréé comme interlocuteur. Et on s'est plus quitté, c'est vrai. Je peux pas dire que j'étais intime d'Ormesson, mais quand même, on a été très très liés. Et j'ai fait d'ailleurs un portrait d'Ormesson pour
Le siècle d'écrivain, les documentaires de Bernard Rapp. Et puis on avait quelques idées. Les dernières, et on peut finir là-dessus, c'est que il venait de sortir de l'hôpital. Il était un peu pâle, mais plutôt pas mal. Il avait passé les 90 ans. Hein. Et un jour, il me téléphone. Alors, la coutume entre nous était... Je l'appelais, je lui disais, je viens déjeuner demain. Ou après-demain. Alors, oui, d'accord. Non, viens plutôt vendredi, plutôt que... Bon, etc. Ces séries étaient produites par mon ami Pierre Bouteiller, qui était un ami de longue date de d'Ormesson, etc. Et on avait régulièrement... On s'invitait à déjeuner. C'était comme ça. On vient mercredi prochain. Je peux pas, venez plutôt vendredi. Enfin bon. Et le fait que cet homme-là m'ait agréé comme interlocuteur, admettant que j'étais pas complètement ignorant de la chose littéraire, disons, ça a été pour moi, c'est plus que fondateur. Et Dieu sait on avait des présupposés, ou plutôt des convictions politiques complètement extrêmes. Moi, j'ai toujours été un type de gauche. Je le reconnais, je l'admets, c'est comme ça. Lui, pas du tout. Mais ça nous a pas empêché, au nom de la littérature, de créer une amitié très très profonde. Et pour moi fondatrice et définitive. Eh bien, un jour, contrairement c'était plutôt moi qui l'appelais. Je l'appelais pour lui dire on vient déjeuner, etc. C'est après qu'on ait tourné de ces émissions. Et là, un jour, 4 jours avant sa mort, il me téléphone et il me dit, écoute, viens, je voudrais... Bon, je rapplique évidemment. Et encore une fois, il sortait de l'hôpital. Et il me dit, voilà, je voudrais te dire quelque chose. Bon. Voilà, on me propose de venir sur scène et de raconter mon amour de la littérature au théâtre Hébertot. Alors moi, je suis pas, il me dit, je suis pas du tout un acteur. Enfin, c'était un acteur, mais bon. Mais est-ce que tu crois que j'ai raison de faire ça? Je lui dis, mais évidemment, tu as raison de le faire et tu vas le faire très très bien. Et ça va marcher de feu de Dieu si tu racontes la littérature française à ta manière. Bon. C'était très longtemps après nos 80 émissions. Hein. Bon. Ah bon, oui, j'ai très envie de le faire, mais tu vois, j'ai peur. Il était très âgé quand même. Enfin, oui, âgé. J'ai peur de faire ça tous les jours, tous les soirs. Oui. C'est beaucoup. C'est un bon. Oui, mais en même temps, ça va être formidable. Puis tu vas avoir un succès immense. Oui, bon. Bon, et puis je voulais te poser une deuxième question. On me propose d'écrire. Enfin, une journaliste voudrait faire une biographie. Le fait est qu'il n'y en a pas eu beaucoup, il y a eu quelques petites choses. Bon. Est-ce que j'ai raison? Je dis évidemment. En plus, il choisit une fille très bien pour faire ça, que je connais pas d'ailleurs, mais dont je connaissais de réputation. Et il me dit, oui, parce que c'est vrai, j'ai écrit des tas de choses personnelles, mais j'ai pas fait véritablement une biographie. Bon, très bien. Alors très bien. Et je sens qu'il va me dire autre chose. Il me dit, écoute, il faut qu'on parle de l'académie pour toi. Je suis obligé de reconnaître que quelques années antérieures, il trouvait il fallait que je me présente à l'académie. Moi, j'ai hésité beaucoup, hein. Mais lui, il me dit, il faut absolument, parce que tu es tout à fait légitime, je vous passe les gentillesses qu'il me profère, mais je vais m'occuper de ta candidature parce que ça serait très très bien. Et puis il s'en était occupé d'autres aussi de candidatures avant. Bien sûr. Il me dit, voilà ce qu'on va faire, tu vas prendre la liste des 40, enfin, il en manquait pas, il en manquait une 35, comme toujours. Tu vas me dire que dans mes confrères, je voudrais que tu me dises ceux qui sont tes amis, ceux qui sont des gens que tu connais un peu, ceux que tu ne connais pas du tout. Et moi, je vais m'occuper de ceux que tu connais pas. Et puis, ça sera très bien, et puis on sera, bon. Il me dit, mais, donc, c'était au mois de novembre, au mois de décembre. Il me dit, voilà, ce week-end, reprends la liste des immortels et envoie-moi la liste par notoriété, si je puis dire, ou de fréquentation. Voilà, tu me donnes ça et après ça, je m'occupe de leur parler, de les sentir, oui. Voilà. Je te raconterai tout ça, puis on va s'en occuper. Ça va être les vacances, on était en décembre, mais je m'en occupe, etc. Bien. Moi, je suis un bon élève, donc le lendemain, je prends la liste des 35 vivants. Et je mets une note très connue, bien connue, pas connue. Et alors, vous allez voir comme c'est magnifique quand même. Donc je fais ça. J'en connaissais un paquet quand même, hein, pour cause. Bon. Mais ça, vous le saviez déjà. Vous en êtes pas rendu compte là à ce moment-là. Et puis c'est pas parce que je les connaissais que j'étais un candidat possible, etc. Oui. Mais Dormesson pensait que j'avais tout à fait ma place à l'académie et que il fallait y aller. Et le week-end, j'oublierai jamais ça.
Je lui ai rendu visite un jeudi. Le week-end, j'ai fait ma liste comme ça, manuscrite, et l'après-midi, je lui envoie par courrier la demande qu'il m'avait demandée. C'était un dimanche, je m'en souviens comme si c'était hier. Et en face de chez moi, il y a une proto-lettre absolument, une poste-lettre tout à fait devant de chez moi. Donc je jette dans la dite lettre à lettre, je lis la lettre. Il l'a jamais eu parce qu'il est mort le lundi matin. Il n'a donc jamais reçu mon courrier. Non. Mais c'est quand même très beau. Je l'ai écrite cette lettre. Et effectivement, il m'avait dit, je vais te faire évidemment, je fais ta candidature, je vais te soutenir, je vais m'en aider. Il était convaincu que j'allais. Bon, voilà. C'était très très touchant pour moi et c'était lui, quoi. On avait vraiment une amitié. Elle était d'abord par la littérature, hein, bien sûr, mais c'était un peu plus que ça. Donc, D'Ormesson. Donc d'une histoire personnelle oui. de la littérature, c'est une amitié personnelle en littérature. Ah oui. Oui, vraiment. Puis c'était complètement, c'était réel. C'était vraiment une amitié faite. Et puis il était tellement gai, tellement il m'a invité à venir chez lui dans sa maison en Corse. J'y suis jamais allé. Je me sentais un peu gêné, un peu impressionné aussi. Mais c'est quelqu'un et ça continue, je veux dire, il compte énormément pour moi. Il est mort, mais je pense à lui et ça a quand même été une des très grandes rencontres de mon existence. C'était pas rien. Merci Olivier Barrault. Merci à vous de votre écoute, de votre question.